Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Sylvain Croteau, directeur général chez Sportaid. Très heureux de vous recevoir ce soir pour le 5e rendez-vous de cette série de 6 organisée en collaboration avec les fédérations de sport aquatique du Québec. Rapidement, vous indiquez le déroulement à suivre pour la prochaine heure ou la prochaine heure et quelques minutes. Donc, ce soir, c'est un rendez-vous destiné aux officiels, des gens qu'on oublie trop souvent dans notre pratique sportive au quotidien. Alors, ce soir, vraiment, on est très content de vous consacrer ce rendez-vous. Vous n'êtes pas nombreux, ce n'est pas grave, c'est la qualité, comme on dit souvent, avant la quantité. Et de toute façon, ce rendez-vous est enregistré, il sera disponible pour vos collègues qui pourraient l'avoir manqué. Alors, en termes de déroulement, rapidement, ce soir, dans quelques secondes, je vais laisser la parole à Isabelle Ducharme, qui est directrice générale à la Fédération de natation du Québec, qui va venir nous dire pourquoi il est important pour le regroupement des fédérations aquatiques de tenir cette série de rendez-vous. Ensuite, 3 officiels panélistes dans l'ordre. Je vais demander donc à Joël Carpentier, qui est officiel Natation artistique Québec, Marion L'Espérance à Natation Québec et Éric Noël chez Triathlon Québec, qui à tour de rôle vont venir nous dire comment eux, ils vivent, eux ou leurs collègues, comment ils vivent cette situation pandémique depuis plus d'1 an déjà. Par la suite, je vais demander à mon collègue Joey Toupin, qui va représenter notre équipe d'intervenants sur le service d'écoute et d'accompagnement chez Sportaid, qui va venir nous faire un portrait un peu de ce que l'on reçoit comme témoignage, comme demande d'accompagnement en lien avec votre réalité, la réalité des administrateurs, des adultes, des gens donc qui sont impliqués dans la communauté sportive depuis 1 an. Et par la suite, on va demander à Jean-Paul Richard, qui est conférencier, centre de la motivation et coach de performance, à rebondir sur vos propos, donc les propos de Joël, de Marion et d'Éric. Et moi, déjà, je vous inviterai là, à nous alimenter avec des questions, des préoccupations que l'on pourra diriger vers nos panélistes. S'il y a des questions que vous voulez poser d'une manière privée, adressez-les directement à moi et moi, je vais les envoyer, les adresser à nos panélistes sans mentionner de qui proviennent vos questions. Alors, il ne faut pas hésiter, ce rendez-vous est pour vous. On comprend que vous êtes peut-être en train de manger, de prendre l'apéro. Ce n'est pas grave si on vous voit en train de se faire, on comprend. Alors, ça serait le fun pour le petit groupe que nous sommes que nous puissions vous voir. Puis en même temps, si vous souhaitez demeurer dans l'anonymat, on va le comprendre et on va le respecter aussi. Alors, sans plus tarder, Isabelle, je vais te laisser la parole. Isabelle, vas-y. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bien contente de vous voir ce soir. Les fédérations aquatiques, c'est-à-dire Natation artistique, la Fédération de natation du Québec, Plongeon Québec, la Société de sauvetage, ainsi que Triathlon Québec et Water Polo, se sont unis avec Sportaid pour offrir un temps d'arrêt avec l'ensemble des gens avec qui on travaille dans le quotidien, autant les athlètes, les employés, les entraîneurs, les administrateurs, les officiels et les athlètes. Ce sera notre dernier groupe la semaine prochaine. On s'est rendu compte que c'est important de prendre un temps pour parler de la pandémie entre nous, puis voir comment vous la vivez et échanger. Et pour se rendre compte que finalement, on est peut-être chacun dans nos maisons, chacun devant nos écrans, mais on vit pas mal tous la même chose au même moment dans le monde aquatique. Et puis pour nous, c'est important de travailler ensemble et de permettre d'échanger avec des gens qui le vivent et partager notre réalité avec chacun. Donc, ce soir, vous avez 3 intervenants du milieu aquatique et des spécialistes qui ont à gérer la pandémie depuis le début de la pandémie avec nous. Et puis, ben, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre et on pourra intervenir avec vous. Mais bien contente de vous voir avec nous ce soir. Merci d'être là. Merci Isabelle. Je l'ai peut-être mentionné, mais je le répète. Donc, notre objectif, on a débuté à 19h quelques minutes. Là, je regarde l'autre écran, c'est pas que je vous manque de respect. Je suis en train d'admettre quelqu'un d'autre sur l'autre écran. Donc, notre objectif, c'est de terminer vers 20h, 20h quelques minutes. Si jamais il y a un flot de questions, de préoccupations qui nécessite qu'on dépasse 20h, on va le faire. Mais notre objectif, c'est de terminer vers 20h quelques minutes. Alors, maintenant, je demanderai à Joël Carpentier, de prendre quelques minutes pour nous exprimer ce qu'elle et ses collègues vivent depuis 1 an déjà. Joël?
Ben, bonsoir tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Joëlle. Je suis officielle niveau 4 en natation artistique. Donc, c'est de niveau national. Donc, je peux vous partager bien humblement là, mon expérience depuis le début de la pandémie comme officielle. Comme plusieurs d'entre vous, ben, ça a débuté par l'annulation de nos gros événements. Où, ça a été la première étape, l'annulation des événements vers lesquels on a hâte d'aller à chaque année. Je peux dire que rapidement, mon travail d'officiel s'est redéfini. Dès le début de l'été, en fait, là, il y a des compétitions virtuelles qui ont commencé à s'organiser, des compétitions virtuelles qui étaient d'habileté à sec. Donc, c'est quand même un gros changement là, pour nous dans notre réalité. Donc, j'ai été appelée au début de l'été à juger une compétition internationale dans laquelle je devais juger des burpees, des push-ups, des squats, alors que ce que je suis habituée de juger, c'est des routines, des figures imposées. Donc, ça a été quand même un grand changement de tâche, mais j'étais contente de pouvoir continuer au moins à voir des athlètes, à voir du monde en action, de sentir qu'il se passait quelque chose dans mon sport, que les athlètes avaient des objectifs, avaient de l'action dans leur vie. Et puis, je dirais que cette espèce de renouveau-là s'est poursuivi à l'automne et depuis. Là. Donc, nous, la Fédération a organisé beaucoup d'événements virtuels, des compétitions virtuelles, la Fédération provinciale, la Fédération nationale. Dès demain, je vais être en action encore en train de juger. Donc, nous, on a la chance d'être dans l'action. C'est ça que je veux dire, de juger, mais dans une action qui est bien différente de ce qu'on connaît habituellement. Donc, c'est sur vidéo, c'est de voir des athlètes alors qu'on est habitué de voir des athlètes qui nagent tout près les unes des autres, qui font des poussées acrobatiques, tout ce que nous, on trouve beau en natation artistique, notre définition de l'excellence, notre définition de ce qui est valorisé, bien, c'est plus nécessairement ça qu'on voit, mais en même temps, on apprend à apprécier d'autres côtés du sport, on apprend à regarder autre chose, on apprend à se concentrer sur d'autres éléments et les athlètes, la même chose. Donc, ils apprennent à mettre autre chose en valeur aussi. Je dirais que pour le moment, moi, j'ai l'impression que pour tout le monde, l'important, c'est d'être dans l'action. Donc, pour les officiels, de continuer à en voir, de continuer à avoir de la natation artistique, de continuer à pratiquer notre œil, de continuer à échanger entre nous. Pour les athlètes, de continuer à nager malgré tous les défis actuels. Un défi aussi qu'on vit là, de plus, c'est que c'est la technologie, donc apprendre à maîtriser la technologie. Donc, pendant qu'on juge, là, nous, en natation artistique, on est en même temps sur Zoom. On a une autre plateforme qui est ouverte à côté de diffusion de routine. On a le téléphone qui est sur WhatsApp pour communiquer entre nous, un autre logiciel où est-ce qu'on rentre nos notes. Donc, c'est vraiment beaucoup plus difficile pour la concentration, c'est certain. On a notre attention qui est diffuse, on est sur les technologies, on est tous tannés d'être sur les technologies. Donc, ça, c'est un nouvel apprentissage à faire. Donc, des nouvelles habiletés à juger, une nouvelle façon de juger, c'est certain. Un point, outre le fait qu'on a la chance d'être encore dans l'action, c'est sûr que c'est pas la même ambiance. Hein? Donc, je suis habituée d'être sur le bord d'une piscine avec de la musique, avec beaucoup de bruit. On n'arrête pas de se dire entre officiels que l'odeur du chlore nous manque, tout comme l'odeur du café et des muffins dans la salle des officiels. Fait que ça, c'est l'autre aspect hein, qu'on juge tout seul chez nous. Donc, on n'a plus des discussions après entre nous. On n'a plus ce moment-là de se retrouver. Donc, je vous dirais les difficultés et les bons côtés de ce qu'on vit en ce moment. Puis le dernier point positif que je vais apporter qu'on vit, c'est que moi, j'ai remarqué que dans mon travail, ben, au moins, le contexte actuel nous permet des échanges beaucoup plus profonds et nombreux avec les entraîneurs. Après, comme on est moins axé sur les notes parce que le contexte est tellement différent là, de juger, ben, on a beaucoup plus d'échanges. Donc, on est plus axé sur le feedback, sur s'améliorer, sur ce qu'on veut pour le futur, sur ce qu'on attend des athlètes pour le futur. Donc, ça, c'est l'autre point positif de mettre notre attention sur autre chose que sur les notes, puis les juges nous-mêmes sur nos propres notes, là, comme juge en natation artistique aussi, on est jugé, on a des statistiques, on a donc l'attention de tout le monde est sur autre chose. Les gens nous manquent, le sport tel qu'on le connaît nous manque, mais au moins on a la chance d'être encore en contact, de voir des athlètes, de voir un petit bout de notre sport. Donc, ça nous tient accrochés et ça nous donne envie de la suite. Merci beaucoup, Joël. Je vais passer le témoin à Marion L'Espérance, donc, qui est à la Fédération de natation du Québec. Marion, à toi. Oui, bonjour. Moi, je suis au club de natation de Sept-Îles. D'abord et avant tout, là, une maman de nageur là, donc, je suis impliquée comme officielle depuis que mes enfants nagent. Là, ça fait à peu près 6 ans, quelque chose comme ça.
Puis, à cette île, on a eu la chance de tenir la seule compétition là, en pandémie. On a tenu une compétition intra-club au mois de décembre. On avait la chance d'être en zone jaune à ce moment-là, à cheval sur le orange. Alors, quand le guide de reprise des activités de la compétition est sorti, on s'est basé là-dessus pour tenir une première compétition intra-club. Je vous dirais qu'a priori, quand on a lu le guide, le réflexe, c'était de baisser les bras et de se dire c'est bien trop compliqué. Là. C'est sûr que c'est extrêmement lourd. Donc, je dirais que les deux éléments principaux pour des officiels là, puis pour un club d'avoir monté une compétition, c'est vraiment la conviction fondamentale que c'est ce qu'il y a de meilleur pour les jeunes, puis que c'est ce qu'il y a de meilleur pour la survie d'un club, là, de faire ce pourquoi les jeunes s'entraînent, c'est-à-dire de la compétition, des chronos, puis tout ce qui va avec. Puis aussi une énorme capacité d'adaptation. Évidemment, tout le monde la vit, ça, depuis le début de la pandémie, mais pour un club qui organise une compétition, ça a pris beaucoup, beaucoup de capacité d'adaptation, que ce soit là, pour adapter le guide de reprise des activités à notre réalité, donc à la grandeur de notre piscine, à la capacité de notre piscine. Donc, quand en zone orange, on avait droit, au moment où on a eu la compétition, on a monté notre compétition comme si on allait changer de la zone jaune à la zone orange. Donc, c'est 25 personnes à ce moment-là autour de la piscine. Donc, évidemment, il faut compter les nageurs, il faut compter les officiels. On n'avait pas le choix à ce moment-là de réduire le nombre d'officiels. Donc, beaucoup d'adaptation de ce côté-là. Il faut accepter que des chronomètres soient des juges de virage, des juges de nage. On partage la tâche entre le starter, le juge de nage. Évidemment, on accepte qu'il y a beaucoup moins d'officiels là, que dans une compétition habituelle. On ne peut pas mettre 2 chronos au bout de chaque couloir. La proximité, le 2 mètres, ne peut pas être respectée à ce moment-là. Donc, beaucoup, beaucoup d'adaptation de ce côté-là. Tout ce qui est, on a des tout petits nageurs aussi, évidemment, une compétition intra-club, on a des jeunes là, en initiation, quoi qu'ils sont extrêmement adaptés, eux, à la distanciation. Ce n'est pas les plus... c'est pas eux qui sont les plus difficiles à contrôler, mais évidemment, le port du masque, c'est pas facile, d'autant plus sur le bord d'une piscine. Je ne sais pas si vous avez essayé de mettre un masque avec un casque sur la tête. Ça ne se fait pas. Donc, une fois que le masque est enlevé, c'est beaucoup de réflexion, de petits détails. On demande aux jeunes de mettre leur masque, de le remettre quand ils sortent de l'eau, mais quand ils ont leur casque, ils ne peuvent pas. Donc, c'est la gestion de... on ne peut pas aider les jeunes en proximité pour les aider à mettre les casques. C'est des petits détails qui vont faire qu'on doit s'adapter. Mais je vous dirais que en bout de ligne, là, le sourire sur les jeunes qui réussissaient à faire enfin un temps, avoir un chrono, à faire des standards, parce qu'on a quand même réussi à faire des standards avec cette compétition-là, c'est extrêmement satisfaisant. Évidemment, ça fait des journées très, très lourdes pour les officiels parce qu'on doit faire plusieurs sessions. On doit faire des longues sessions pour avoir moins de gens sur le bord de la piscine. Donc, ça fait des longues journées où on peut pas manger sur le bord de la piscine. On n'a pas d'endroit pour aller manger non plus. On essaie d'établir des pauses. Donc, des longs horaires. C'est quelque chose qui se fait. C'est satisfaisant, ça fait plaisir à tout le monde, puis c'est ça pourquoi les jeunes s'entraînent. Mais c'est sûr que ça prend énormément de cohésion. Puis malheureusement, ça fonctionne en équipe restreinte, donc parce qu'on ne peut pas être beaucoup de gens autour de la piscine. Donc, beaucoup de monde qui peuvent participer à l'élaboration des plans, mais en bout de ligne, on se limite à un nombre d'officiels beaucoup plus restreint qu'à l'habitude. Mais une grande satisfaction. Merci Marion. Éric, qui est à la Fédération de triathlon. Vas-y, Éric. Oui, bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Éric Noël. Je suis officiel de niveau continental en triathlon. Donc, quand la pandémie, comment ça a affecté le triathlon, natation, vélo, course, donc des sports en plein air, sur des kilomètres de superficie, des kilomètres carrés. C'est un sport qui est accessible à tout le monde. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que oui, tu as un volet développement, un volet élite, mais tu as aussi un volet monsieur, madame, tout le monde, comme vous pouvez vous inscrire. Donc, il y avait aussi le volet participatif qu'en tant qu'officiel, il fallait épauler. Donc, je pourrais séparer un peu le volet élite puis le volet participatif. C'est sûr que côté officiel, quand on est du côté élite, quand les courses ont commencé à tomber au calendrier international en mars 2020 déjà,
Il y a beaucoup d'officiels au niveau canadien et internationaux que il y a quand même une chasse aux points comme officiel. Je ne sais pas dans les autres sports, là, mais il y a des points à aller chercher pour faire partie des grands jeux et être sélectionné. Donc, il y a quand même des officiels qui se sentent un peu brimés parce que ce pas les sports qui confinaient, ce pas nécessairement tous les pays qui confinaient au même niveau. Donc, par exemple, il y a des événements internationaux l'été dernier qui ont eu lieu dans certains pays qui gardaient seulement des officiels locaux versus les officiels internationaux qui ne pouvaient pas se déplacer, évidemment à cause des normes en vigueur. Donc, certains officiels, je dirais, ont senti une certaine injustice envers eux, qui étaient brimés de pouvoir aller officiel puis continuer à se développer. Mais si on ramène ça au volet local, parce que je pense qu'il faut ramener ça à la base en temps de pandémie, c'est une situation hors norme. Donc, on parle des valeurs de l'officiel qui sont l'impartialité, la sécurité surtout. C'est un peu vers ça qu'on s'est tourné au Québec, à Triathlon Québec, c'est comment on peut livrer des événements de façon sécuritaire sur des kilomètres carrés à monsieur, madame, tout le monde qui participe. C'est un peu ça le mindset en arrière du guide qui a été écrit par Triathlon Québec. C'était surtout aussi côté des officiels de faire l'apprentissage des nouvelles normes COVID. Parce que tu as les règles de base, mais là, finalement, il faut qu'on les adapte pour la COVID. Comme tantôt, Joël a parlé justement de comment on ne peut plus être trop près des athlètes pour certaines tâches, ainsi de suite. Donc, c'était de revoir un peu toutes nos tâches, tous les protocoles qu'on avait généralement, de les réécrire, de repenser nos façons de faire, puis de former des officiels également pour qu'ils puissent être efficaces quand même. Donc, vraiment une vision plus éducative, je dirais, du sport, découverte du sport. Je crois que les participants en triathlon, du moins pour des groupes d'âge qu'on appelle, donc comme vous et moi, là, juste de pouvoir participer. On a eu 5 événements au Québec l'année dernière, au lieu d'en avoir 60 environ. On était, bon, j'ai aucune idée dans les autres sports combien vous en avez. Donc, probablement beaucoup plus que 60, mais nous, 60, ça reste une grosse saison. Donc, beaucoup moins d'opportunités pour les athlètes et pour les officiels également. Puis, on voulait limiter en nombre aussi côté officiel. Donc, c'est sûr que c'est dommage pour certains officiels qui veulent continuer et qui veulent se développer, mais pour offrir les athlètes, ça a été ça un peu comment ça s'est passé en 2020, c'est que les officiels, tant les officiels que les participants aux événements étaient tellement contents d'être là que ça a plus été vers l'éducation, sur l'encadrement sécuritaire, de rappeler les normes sanitaires versus les règlements sportifs. C'était quasiment ça, finalement. C'était vraiment de l'accompagnement. Puis on travaille beaucoup avec les comités organisateurs pour justement, on parlait de guide d'organisation dans tous les sports, finalement, d'aider le comité organisateur. Le comité organisateur aidait l'équipe des officiels également pour livrer un événement sécuritaire dans les normes. Donc, c'est un peu comme ça que ça a changé notre vie au niveau du triathlon. Il y a certains points quand même qui vont rester. Je pense que les officiels ont apprécié, puis les comités organisateurs également. Il y a des nouvelles normes qu'on a mises en place sur comment organiser un triathlon, qu'on ne faisait pas quand ce n'était pas en temps de COVID, mais finalement, on le fait en temps de COVID. On disait finalement, ça, c'est une bonne idée de faire une rencontre pré-course Zoom dans la semaine précédente pour les athlètes qui viennent de d'autres villes ou d'autres pays. Bon, pas d'autres pays dans ce cas-ci, là. Mais pour le Québec, là, pour ceux qui viennent de d'autres villes, c'était parfait. Donc ça, c'est pour nous une pratique qui va rester. Donc on a quand même été capable d'aller chercher du bon suite à nos façons de faire en pandémie. Une affaire qu'on a moins aimé, évidemment, c'est de ne pas pouvoir se rassembler la veille de l'événement. D'habitude, on avait un rituel d'aller manger de la crème glacée, d'aller jouer au mini-pot, d'aller jouer aux quilles. Ça, c'est des choses qu'on ne va pas chanter de karaoké, par exemple. On ne s'est pas rendu là encore. Peut-être qu'on va pouvoir revenir en 2022 dans des événements de masse traditionnels. Fait que c'est un peu ça comme on a vécu en triathlon. C'était vraiment de rendre l'événement possible. Juste ça, pour nous, c'était une grande victoire de façon sécuritaire, en gardant en tête, justement, qu'il faut que ça soit équitable, il faut que les règles soient appliquées de façon impartiale aussi, évidemment. Donc, c'est un peu ça notre rôle pour Triathlon Québec. Puis, le dernier point aussi que j'aurais pu dire aussi, c'est une des craintes qu'on avait, par exemple, parce que je travaillais à Triathlon Québec avant. Là, je suis encore dans le monde du triathlon, mais j'ai changé un peu. Une des craintes que les fédérations ont, mais surtout en triathlon, c'est que finalement, avec une année de congés, de moins d'événements, les officiels, finalement, ils ont été moins occupés. Ils ont peut-être oublié que c'est le fun d'être officiel. Fait que là, on a comme peur un peu qu'ils se trouvent d'autres passe-temps. Puis finalement, l'année prochaine, ils ne reviennent plus. On va les rappeler pour avoir un bassin, exemple, de 40 officiels. Peut-être qu'on va être rendu juste 12. Ce qui serait quand même assez dramatique, je dirais. Donc, il faudrait reformer des nouveaux officiels. On perdrait toute l'expertise terrain qu'on avait des officiels qui sont là depuis longtemps, qui ont vu les événements, qui connaissent tous les détails finalement. L'expertise est dans la tête. On n'a pas nécessairement tout sur papier. Donc, le fait de perdre de la main-d'œuvre comme ça, des officiels bénévoles, c'est un gros problème qui risque d'arriver dans les prochains mois, prochaines années. Donc, je pense que c'est un gros point à prendre en compte pour certaines fédérations. Donc, vous êtes présents, il
faut que vous restiez à bord pour les prochaines années, s'il vous plaît, et que vous en parliez aussi à ceux que vous connaissez qui restent encore pour les prochaines années, parce que les fédérations et les événements et les athlètes ont besoin de vous. Si on veut que les athlètes se développent, ça prend des événements, ça prend des officiels aussi. Donc, on a besoin de tout le monde, puis vous faites partie de la roue. Donc, c'est important que tout le monde soit présent. Avant de passer à Joey et à Jean-Paul, il y a une question qui me vient comme ça, puis c'est lié à votre sport, Éric. Triathlon, c'est une mentalité longue distance. Disons qu'on est dans un défi longue distance depuis 13 mois. Ouais. Penses-tu que c'est quelque chose qui peut vous avantager avec la mentalité, la philosophie que vous avez dans votre sport? Oh, dur à dire. Ben, mentalité, la longue distance, c'est une distance comme une autre. Moi, je suis plus du style World Triathlon, qui est plus les courtes distances. Plus c'est court, plus ça fait mal, plus c'est intense. Plus au niveau style olympique, tu as la longue distance, qui est plus justement le Ironman, qui est la marque privée finalement. On ne sait pas comment ça va tourner. C'est ça qui est un peu... L'événement est à l'extérieur, c'est géré différemment, mais avec les normes présentement. On ne sait pas. La question, c'est plus avantagé au niveau site de compétition? Au niveau de la gestion globale d'un contexte comme celui dans lequel on est impliqué depuis 13 mois. Oui. Ça Vous êtes change un habitué peu. à voir de ne pas être sur du court terme, sur un objectif des prochaines minutes, la prochaine heure. Là. Vous autres, quand vous approchez une compétition en triathlon, on parle en termes d'heures, d'endurance, de long terme. Pour la longue distance, oui, c'est un peu différent au niveau de la longue distance. En effet, les gens s'inscrivent plusieurs mois à l'avance, finalement. Donc, sûr que pour eux, oui, les courses qui ont annulées sont reportées, c'est moins pire, mais au côté développement puis côté élite, par exemple, ils ont des compétitions, ils ont des opportunités de compétition qui ne doivent pas manquer. Puis présentement, c'est un peu ça qui fait mal au Québec, c'est plus qu'il n'y a pas d'événements. Les athlètes ne peuvent pas courir, puis on tombe un peu dans le volet élite finalement, mais il y a des athlètes qui choisissent de changer de pays pour pouvoir compétitionner ailleurs, puis de rester dans les autres pays pour pouvoir avoir des opportunités de compétition, parce qu'on le voit, il y a des athlètes dans d'autres pays qui continuent à progresser, puis il y a des athlètes au Québec qui plafonnent parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de progresser. Donc, nous autres, on est plus inquiets quand ça va rouvrir, de voir le Québec est rendu où à l'échelle mondiale, parce qu'on n'aura pas couru. Donc, c'est un peu ça. Puis côté officiel, c'est un peu ça, c'est le volet groupe d'âge est plus participatif, donc c'est moins inquiétant, je dirais, mais il y a quand même une bonne expertise à conserver. Puis les règles ne sont pas nécessairement appliquées de la même façon sur la longue distance que la courte distance. Tu as plusieurs sets de règles à appliquer selon la catégorie et la distance. Donc, ça aussi, ça reste une contrainte aux officiels. C'est que ça prend, pour le triathlon, il y a tellement de règles différentes, ça doit être comme ça dans tous les sports, mais que ça prend beaucoup de pratique pour être à l'aise avec toutes les règles, pour vraiment connaître par cœur les règles. OK, telle catégorie, c'est telle, puis changer. Si tu manques quelques événements, tu vas être en retard finalement. Donc, le rattrapage de formation va être très long quand même à faire et très ardu. Okay. Merci, Éric. Joey, je sais qu'on n'a pas souvent d'intervention avec les officiels parce que probablement que les officiels n'ont pas encore le réflexe de penser à nous parce qu'on ne pense pas souvent à eux. Mais Sportaid est là aussi pour eux. Mais bien qu'on n'a pas eu souvent d'intervention avec les officiels, il y a probablement des parallèles que tu peux établir avec les administrateurs ou des besoins qui nous ont été émis en lien avec des gens qui travaillent de près ou de loin avec des officiels. Oui, certainement. Puis sans négliger que les officiels ont leur contexte qui leur est propre, ont leurs préoccupations. Vous avez un rôle qui est différent et qui vous est propre, mais reste que depuis ce que j'entends depuis le début, il y a beaucoup de préoccupations puis il y a beaucoup de liens que je pourrais faire avec ce qui ressort autant chez les parents, chez les intervenants dans le contexte sportif, donc entraîneurs, administrateurs même. Mais vraiment, ce qui ressort le plus, puis ce que je retiens, puis qui a été nommé par les autres intervenants qui gravitent dans le contexte sportif puis au Québec dans la dernière année qui nous ont appelés, c'est surtout Éric l'a nommé, l'espèce de rôle d'accompagnement qu'on va faire là, auprès des autres acteurs. On était surtout centré sur la performance tout le temps, autant les officiels, là, même Joël et Marion l'ont nommé aussi. Là, on est tout le temps centré uniquement sur la performance. On veut noter, tu le fais correct ou tu le fais pas correct. Puis là, tout à coup, on se voit développer des relations avec les entraîneurs. On se voit plus accompagner les athlètes sur le terrain pour qu'ils respectent toutes les directives là, par du gouvernement pour la santé puis la sécurité puis tout ça. Fait que, où je veux en venir avec ça, c'est que c'était la même chose pour les parents, c'était la même chose pour les entraîneurs. On revoit un peu le contexte sportif, on revoit que le sport, en fait, est un levier pour accompagner les gens, pour développer les personnes. Puis l'espèce de notion de performance, on dirait qu'elle s'est tassée un petit peu pendant un an. Puis ça fait en sorte qu'à force de discuter avec les parents, avec les entraîneurs, avec tous les intervenants qui nous appelaient,
on se rendait compte que la performance manque beaucoup. Il ne faut pas se cacher qu'on ne peut pas faire du sport uniquement sans performance, c'est clair. Sauf qu'on laissait vraiment de côté toute la notion de développement et d'accompagnement auprès de tous les autres acteurs. Puis il y a même des fois des cas où est-ce qu'il y a un parent qui nous appelait, puis le lendemain, c'était un entraîneur, puis le lendemain, c'était un athlète. Puis c'était une triade, en fait, puis c'était pour le même cas, les trois. Puis nous autres, on était là au téléphone, puis on était comme si seulement ils pouvaient se parler, puis juste prendre le temps de se mettre dans la peau de l'autre, puis juste s'accompagner un peu plus, puis ça réglerait vraiment des petits bobos. Mais avec la COVID, on dirait que les gens ont réussi à mieux comprendre ça, puis à voir l'importance qu'il y avait en arrière de ça, en arrière de cet accompagnement-là, puis le développement des gens. Fait que c'est ce qui ressort beaucoup des appels et des liens que je peux faire avec la réalité des officiels. OK. Merci, Joël. On va revenir plus tard avec toi. Jean-Paul, là, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Je suis convaincu que tu as pris un paquet de notes. Alors, je vais te laisser rebondir, je vais te laisser y aller, puis après ça, moi déjà, je vous rappelle que s'il y a des questions que vous voulez poser à nos panélistes, vous pouvez les écrire dans le chat. Si vous voulez les poser d'une manière confidentielle, vous me les écrivez à moi personnellement, puis je les nommerai, je poserai les questions sans nommer de qui elles proviennent. Alors, Jean-Paul, sans plus tarder, je te laisse rebondir sur le propos de nos invités. Moi, je ferai un lien un peu avec ce que Joël vient de dire un peu. Depuis le début de la pandémie, dans le fond, j'ai eu vraiment à côtoyer différentes personnes, des entraîneurs, des athlètes, des officiels, des parents, donc de les accompagner à travers tout ça. Puis, on parle beaucoup d'officiels, mais en arrière des officiels, il y a un humain aussi. Donc, puis moi, c'est surtout ça un peu que je voudrais parler. Je pense que quand la situation est arrivée au niveau de la pandémie, mais je pense que tout le monde a été dans la même situation, dans vraiment à des endroits différents, puis à des niveaux aussi différents. Mais une chose qui a été vraiment important pour l'humain en arrière de chaque rôle qu'il y avait, c'est d'avoir la capacité de s'adapter à ce changement-là. Puis je pense qu'avec les témoignages qu'on a entendus de Joël, de Marion, d'Éric, ils ont été vraiment en mesure de s'adapter à la situation. Donc, Joël, quand elle parle que rapidement, ils sont adaptés, puis ils ont donné vraiment un sens à OK, on va faire nos entraînements ou on va juger les compétitions par Zoom, même si on ne peut pas être dans l'eau, mais on va le faire à sec. On va juger des burpees. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Mais tout ça, c'est qu'il y a eu vraiment une phase de OK, je suis sur le choc. Ah non, c'est pas vrai, la pandémie, elle va juste durer là 2 semaines. Mais là, après ça, wow, OK, c'est long. Puis c'est sûr qu'il y a eu plein d'émotions qui a passé à travers tout ça. Mais ce qui arrive dans les témoignages, c'est qu'il y a eu beaucoup d'expérimentation, autant de la part de Joël, de Marion que d'Éric. Puis, ils ont donné un sens à ça. Ils ont donné du meaning à ça. Puis quand on y pense, toutes les actions qu'ils ont fait, ça a supporté la communauté, ça a supporté le travail des entraîneurs, le travail vraiment des athlètes. Ça a supporté aussi le rôle des parents aussi de OK, on est des officiels, on tient quand même des compétitions, on tient quand même des événements pour faire bouger les jeunes athlètes. Et ça, quand on pense, il y a toute une communauté qui va se mobiliser vraiment autour de ça. Donc, la courbe du changement, je trouve, je l'ai vraiment bien vue dans leur adaptation. Puis quand on la met vraiment visible et on s'en sert comme outil là, vraiment pour évaluer, on peut naviguer à travers tout ça peut-être un petit peu plus facilement. Ce que j'ai beaucoup ressenti aussi au niveau des différents témoignages, c'est toute l'émotion qu'il y a là-dedans. Il y a beaucoup d'émotions présentement, énormément d'émotions. Puis souvent, c'est peut-être des émotions négatives qui vont vraiment paraître par rapport à ça. Puis, vous l'avez dit à travers vos témoignages, des fois, les officiels sont peut-être un petit peu plus loin, mais ils vivent beaucoup d'émotions aussi. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup en tête. Parce que quelqu'un qui est actif, comme le panel qu'on avait à soir, là, ils sont vraiment dans l'action, puis ça va bien. Mais il ne faut pas oublier les autres, peut-être, qui ne peuvent pas être aussi actifs. Puis Marion en a bien parlé, c'est comme la préparation était avec beaucoup de gens, mais après ça, c'est juste une petite équipe qui peut être en action. Donc, il ne faut pas oublier toute l'émotion que ça peut générer aussi en arrière. Donc, l'agilité émotionnelle, c'est quelque chose qu'on a parlé beaucoup au cours de la dernière année.
moi, où est-ce que je veux vraiment vous amener, c'est on utilise beaucoup un cadre de référence qui est la théorie de l'autodétermination, qui nous dit qu'on a des motivations qui vont être autonomes ou des motivations qui vont être contrôlées. Puis pour aller vers les motivations autonomes, on a 3 besoins psychologiques à satisfaire, le besoin d'affiliation, le besoin d'autonomie, puis le besoin de compétence. Rapidement, quand la pandémie est arrivée, nos 3 besoins ont été frustrés. Donc, on n'avait pas d'autonomie parce qu'on s'est fait confiner. Ensuite de ça, on a perdu notre besoin d'affiliation parce que là, on ne pouvait plus voir notre gang. Puis, on ne pouvait plus faire ce qu'on faisait. Donc, notre sentiment de compétence était vraiment pas satisfait. À travers les témoignages de Joël, d'Éric, de Marion, on a pu voir que même si ce n'était pas facile, la moindre petite action qu'ils ont fait, ça a servi à satisfaire les besoins psychologiques de leur communauté. Juste en évaluant des burpees, c'est sûr qu'on développe une certaine compétence, on crée une certaine affiliation avec les athlètes, puis ensuite de ça, on apprend de ça. J'aime beaucoup le témoignage d'Éric où est-ce qu'ils ont décidé que, OK, là, avec toutes les normes et les contraintes qu'on a, on va s'en servir, puis on va enseigner, puis on va s'assurer que les gens comprennent bien, puis comment qu'on peut faire pour mettre les mesures en place. Mais tout ça, ça satisfait le besoin de compétences. Veut pas, ça crée de l'affiliation, puis les gens vont vouloir y participer. Puis c'est la même chose, quand on entend l'histoire de Marion, où est-ce qu'ils ont eu la chance d'être en zone jaune, donc ils ont été en mesure d'être en action, même si ça a été très, très, très difficile, mais le fait d'être en action, ce que ça fait, c'est qu'ils ont été en mesure de satisfaire le besoin de compétences, ils ont été en mesure de vraiment créer cette affiliation-là, même s'ils étaient à 2 mètres de distance, puis ils ont eu vraiment l'autonomie. Puis juste d'entendre Marion dire, à la fin, les sourires qu'on avait, pour moi, ça sonne besoin d'affiliation satisfait. Puis on a eu un sentiment d'accomplissement par rapport à ça. Moi, ce que ça sonne, c'est vraiment, on est affilié avec les valeurs qu'on a en tant qu'organisation, on a fait le travail, puis on a mené vraiment notre mission à terme, donc on s'affilie par rapport à ça. Donc, cette espèce de théorie de l'autodétermination-là qui sort de cadre de référence, quand on la découvre, ça nous permet de voir que les petites actions qu'on peut faire peuvent avoir vraiment une grande conséquence. Puis trouver des façons de vraiment s'adapter et de trouver un sens, même si c'est difficile, à travers toute cette adversité-là et de comprendre que des petites actions, l'intention à la fin va être de faire bouger un jeune athlète ou de faire bouger vraiment une personne dans la communauté. Donc ça prend beaucoup de sens. Moi, il y a une question que je vais vous poser tout à l'heure, mais il y en a une que je vais vous poser tout de suite parce qu'elle est liée à l'actualité. Et là, je vais tout de suite déterminer dans l'ordre qui va devoir répondre. Ça va vous donner le temps de réfléchir pendant que je vais poser la question. Donc, Marion, Joël, Éric, Jean-Paul. Hier encore, on a eu une annonce. Il y en avait une 24 heures plus tôt. Comment vous gardez le cap? Comment vous gardez le sourire? Parce que là, on s'est parlé ce midi, puis on s'est préparé, puis vous êtes encore motivé, vous êtes avec nous ce soir. Mais comment vous gardez le cap à travers tout ça pour vous, pour vos collègues? Comment vous faites ça? Moi, je vous lève mon chapeau, là, parce qu'en plus, on l'a dit tantôt, on ne pense pas souvent à vous. Comment vous gardez le cap à travers tout ça? Toute cette insécurité, cet imprévu, cet inconnu. Marion. Comme je disais tantôt, je pense que c'est la conviction derrière, la conviction que c'est ce dont nos jeunes ont besoin de faire leur sport. C'est la seule chose qui motive, honnêtement, parce que c'est lourd pour avoir vécu. Je pense que pour ceux qui ont été toujours en zone rouge, c'est décourageant, mais il y a moins de hauts et de bas. Nous, à cette île, on a eu beaucoup de hauts et de bas, c'est-à-dire qu'à l'automne, on a repris presque nos activités normales, avec évidemment beaucoup d'adaptations, mais à peu près normales. Après ça, on a été coupé complètement après le mois de décembre jusqu'à la semaine dernière, où on a repris. Mais on a repris la semaine dernière alors qu'on n'avait aucun cas de COVID depuis le mois de janvier. Et là, ça commence à aller moins bien un peu partout. Donc, évidemment, on a repris la semaine dernière, mais on n'a aucune idée si on va nager encore la semaine prochaine. Donc, évidemment, on vit tous la même incertitude.
Et je pense que la seule chose qui nous lie, là, le CA du club, puis les gens qui organisent tout ça, c'est la conviction que chaque minute passée dans l'eau pour les jeunes, c'est précieux. On a même dû faire beaucoup de remaniements de groupe, des jeunes qui nageaient 2 fois semaine, qui maintenant nagent juste 1 fois semaine, mais on s'est dit, c'est pas grave, on fait ce sacrifice-là. Nos meilleurs nageurs, les plus avancés qui nageaient 5 fois semaine, nagent seulement 4 fois semaine. On n'a pas le choix de faire des sacrifices parce qu'on doit réduire les groupes, il y a toutes sortes de nouvelles normes qui font qu'on a moins de monde dans l'eau en même temps. Mais on se dit, chaque minute passée dans l'eau est précieuse. C'est vraiment ça. Merci, Marion. Joël. Ensuite, Éric et Jean-Paul. Pour moi, c'est la vision à long terme, en fait. Là, pour moi, c'est c'est comme d'avoir une lumière qui est vraiment, vraiment au loin. Puis tu marches vers la lumière, puis des fois, tu t'enfarges les pieds dans le noir, mais l'objectif reste la lumière au loin. C'est comme si, moi, j'ai je vais dire, la chance de ne pas être dans l'administration quotidienne. Hein. Marion est dans l'administration du club. Moi, je ne suis pas dans l'administration quotidienne. Je ne suis pas à la fédération non plus. Je pense que c'est eux qui font le plus grand travail d'aplatir les collines, pour que nous, après ça, on puisse se promener dans le noir sans trop se cogner les orteils. Donc, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Si je pense à ma perspective d'officiel, strictement, et pas un rôle plus large en sport, pour moi, l'objectif, cette année n'est pas représentative. Ça se peut qu'il y ait 2 ans qui ne soient pas représentatifs, mais l'objectif, c'est qu'il y ait encore de la natation artistique dans 2 ans, puis que je continue à juger, puis que je continue à m'améliorer. Donc, personnellement, je le vois comme une occasion de développement de mes compétences, d'autres compétences, de développer d'autres liens, d'apprendre à regarder autre chose. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment garder la vision. Si en avant de toi, tu as une perspective qui est sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, ben, ce qui se passe ce mois-ci, c'est petit dans la perspective à plus long terme, là, mais je suis consciente que je parle strictement en termes de ma perspective d'officiel et de ma carrière d'officiel, là, que ceux qui sont dans l'organisation quotidienne vivent beaucoup plus des soubresauts que moi, je peux les vivre. Donc, j'accepte de m'adapter. Si on est supposé avoir une compétition et qu'elle change de format, je me dis, bon, ben, ce sera un autre format. Dis-moi ce qu'il faut que je juge. Dis-moi, regardez, je vais apprendre une nouvelle chose. Je me connecte où, à quelle heure? Ah, c'est plus ça, finalement, c'est autre chose. Ça va être autre chose, c'est correct, tu sais. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois, d'accepter l'instabilité en gardant le cap sur le long terme. Merci, Joël. Éric, Jean-Paul ensuite. Je dirais beaucoup de résilience. C'est un peu ça que Joël et Marion ont dit, finalement, la résilience. Mais moi, personnellement, je trouve ça dur là, avec les annonces d'hier. Puis je trouve ça dur parce que c'est peut-être un peu l'incohérence. Il y a probablement beaucoup de gens, autant des officiels que des organisateurs de courses, que des fédérations sportives, que des activités qui soient permises, puis que c'est incohérent par rapport à ce qui est non autorisé dans le sport. Je parle encore du triathlon. Sur 10 km², on ne peut pas être plus que 250 personnes, même si on est éloigné de 100 mètres chacun de l'autre. Mais tu peux avoir quelqu'un qui arrose son jardin à côté, puis lui est correct, finalement. Il y a beaucoup d'incompréhension, puis il manque un peu de rigueur par rapport à certaines normes de la santé publique. C'est un peu ça qui est compliqué. Donc, c'est facile de perdre la motivation. Mais quand on est officiel, il faut tout le temps avoir une attitude positive. Autant qu'il y avait des événements l'année dernière quand les participants, puis ça, c'est quelque chose qui nous maintient aussi beaucoup parce que tu crées une relation avec les participants aussi. On les voit semaine après semaine au niveau des athlètes de groupe d'âge. Ils viennent nous voir, puis on parle, disent merci beaucoup d'être là, c'est le fun d'avoir au moins un événement cette année, d'en avoir 5. Je pense que c'est beaucoup le lien puis qu'on garde avec les personnes, autant sur Facebook également, ou des groupes, qu'on s'est fait des groupes privés d'officiels, de triathlon, qu'on peut garder contact, tout le monde ensemble. Je pense que c'est important de garder un lien autre que seulement sur les événements, puis c'est un peu ça qui permet de garder pas la cohésion, mais d'essayer de garder tout le monde dans le bateau, puis un peu d'expliquer qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment de garder tout le monde à bord. C'est dur à faire, par exemple, parce que chacun, on a nos vies, on a nos travails, puis c'est pas parce qu'on fait du télétravail puis c'est en virtuel qu'on a plus de temps. Personnellement, j'ai presque moins de temps présentement, parce que les réunions s'enchaînent à peine 5 minutes entre chaque, donc on n'a même pas le temps de décompresser entre chaque rencontre puis de faire le bilan qu'on en réenchaîne une autre. Et je pense qu'il y a une adaptation à faire tant au niveau vie normale que vie d'officiel et d'événements. Donc, c'est assez compliqué, je dirais, présentement avec les annonces d'hier. Comme Joël l'a dit, je pense que c'est une vision à long terme qu'il faut garder, essayer de garder tout le monde à bord, puis de profiter de ce temps-là pour se perfectionner, puis d'en ressortir de meilleurs officiels à la fin, de continuer à réviser les règles, d'éduquer les gens,
d'éduquer les participants, les athlètes. Il peut y avoir des choses qui peuvent être faites en ligne, des choses qui peuvent être faites par les clubs, par les entraîneurs. Donc, je pense que c'est vraiment là-dedans qu'il faut axer. Garder une motivation, finalement. Donc, c'est ça, c'est de trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour rester motivé, pour continuer à être officiel après. Merci, Éric. Jean-Paul. Bien, Éric vient de me donner vraiment un beau lien, là, comment on fait pour garder la motivation. Là. Beaucoup par rapport à les différents propos que vous avez dit. Quand Joël parle d'avoir une vision à long terme, mais comment on peut définir notre intention présentement dans la situation où on est? Donc, ça fait quand même 1 an qu'on est là. Donc, c'est sûr que là, présentement, on s'en va plus vers le bon côté avec les vaccins, tout ça. Il va y avoir une fin. Ça risque d'avoir encore un peu de montagne russe, puis là, on l'a vu avec les restrictions encore hier qui nous ramènent un peu. Mais quelle est notre intention? Donc, encore une fois, si notre intention est claire, puis qu'on sait où est-ce qu'on va aller dans un peu plus un long terme, puis qu'on sait qu'on va sortir de là avec des apprentissages complètement différents, comme si qu'on n'aurait pas eu si on n'aurait pas été dans cette situation-là, mais déjà, ça va vraiment nous aider d'avoir une intention très claire et un peu plus long terme. L'autre chose aussi, c'est nos valeurs. Donc, des fois, c'est qu'on croit qu'on connaît bien nos valeurs, mais je crois qu'avec la pandémie, qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être qu'on doit revisiter encore quel type de valeurs qu'on a ou est-ce que c'est vraiment ceux qu'on croyait avant. Donc, juste le fait d'avoir ces valeurs-là encore plus claires, ça va nous permettre de vraiment s'identifier à tous ces changements qui viennent encore une fois. Si notre valeur, c'est le respect ou notre valeur, c'est de la croissance, on est capable de créer un lien ou une affiliation entre ce qui vient d'arriver hier avec les restrictions, puis dire, OK, moi, j'ai une valeur de respect, j'ai une valeur de croissance, mais on va s'adapter, on va y aller avec ça. Puis ensuite de ça, pour maintenir la motivation, ce qui est vraiment important, c'est d'être dans le moment présent, la qualité de présence pour être en mesure de vraiment ne pas être trop à l'avant, ne pas être dans le passé, mais vraiment être là. Puis qu'est-ce que je peux vraiment faire comme action, encore une fois, pour satisfaire les 3 besoins que je vous ai parlé tantôt? Comment je peux créer encore plus de choses qui vont créer des contacts ou des nouvelles façons pour créer des contacts? Puis je pense que les gens sur le panel, ils nous l'ont bien démontré. Comment je peux trouver de l'autonomie là-dedans? Si je sens que je n'ai pas assez d'autonomie, comment je peux en trouver? Puis ensuite de ça, comment je peux vraiment développer mes compétences? Puis ça, Joël, Éric, puis Marion l'ont vraiment bien parlé. Puis toutes ces petites choses-là vont faire qu'ils vont nous amener vraiment vers une motivation de plus grande qualité qui va nous permettre de nous adapter à chaque jour. Et même si c'est difficile, une dernière chose que je dirais, c'est que oui, c'est difficile, puis de ne pas nier ces sentiments-là. Donc, les personnes alentour qui trouvent ça plus difficile, vraiment d'accueillir cette émotion-là et de vraiment, le fait de l'accueillir, ça crée beaucoup d'empathie, les gens se sentent reconnus, puis ça, c'est très, très fort pour créer de l'affiliation. Donc, je pense que ça, l'empathie est très important présentement. Dans les rôles que vous jouez, Joël, Marion, Éric, ce qu'on entend beaucoup, puis je pense que Joël l'a nommé en introduction, il y a une préoccupation qui plane au-dessus des sports et des fédérations, c'est les officiels, les bénévoles, les gens qui sont impliqués, qui actuellement, malheureusement, quittent et qui ne reviendront peut-être pas. Je pense que c'est Éric qui l'a nommé, là. Comment on réussit à garder la motivation de nos collègues, les rassurer, quand nous-mêmes, on est probablement déjà insécurisés dans tout ça? Puis j'ai oublié de mentionner dans quel ordre je voulais que vous répondiez. Donc, Éric, Marion, Joël et Jean-Paul. Alors, donc, comment on réussit à garder cette motivation-là chez nos collègues quand nous-mêmes, ça nous touche, là? On vous entend depuis tantôt, là, ça vous touche là, vous-même, puis on n'est pas imperméable, mais une fois qu'il faut penser aux autres qui sont là, puis qui se fient à nous, puis qui se réfèrent à nous. C'est une excellente question. Si vous avez des idées, je suis preneur. Mais non, nous autres,
ça reste qu'on crée une communauté d'officiels aussi. Bon, en triathlon, ça reste qu'on se connaît tous assez bien, puis on est rendus amis finalement. Donc oui, on essaie de garder contact. Comme je disais tantôt sur les réseaux sociaux, ça peut être de republier un événement ou une vidéo d'événement des années passées, puis te rappelles-tu les anecdotes, là, puis sans dire vivre dans le passé, là, de se rappeler les bons moments pour justement dire, ah oui, c'est vrai, on vivait des beaux moments, il faudrait qu'on y retourne l'année prochaine pour pas que les gens oublient. Donc, soit de repartager une photo qu'on a prise à un souper quelconque quand on pouvait. Mais je pense que c'est comme ça qu'on essaie de garder la motivation, c'est en gardant contact puis de garder la famille finalement unie. De dire, OK, bon, on fait partie de la gang, let's go, on continue, puis tout le temps en gardant en tête l'objectif à moyen long terme, je dirais, de 2021, des événements qui vont pouvoir avoir lieu cet été, parce que oui, il va en avoir, ils vont encore être différents, donc ce ne sera pas comme en 2019, ça va plus ressembler comme en 2020, mais de continuer à garder tout le monde à bord, finalement, de garder le lien de communication pour garder justement un sentiment d'affiliation, comme Jean-Paul disait tantôt. Merci, Eric. De notre côté, en fait, la discussion me fait vraiment prendre conscience que c'est un aspect, nous, au club de natation, qu'on a vraiment négligé. Je réalise que quand on a tenu notre compétition, évidemment, comme on avait besoin d'un nombre restreint d'officiels, ça a été peut-être un peu moins difficile à trouver, mais il demeure qu'on a réalisé qu'on n'avait pas du tout donné de formation d'officiels pendant tous ces mois de pandémie. Donc, on n'a pas travaillé notre bassin d'officiels. Je pense que ça me ferait prendre conscience que c'est vraiment des mois où on devrait utiliser le temps là, pour essayer de maintenir ça, parce qu'on a aussi beaucoup, évidemment, les officiels dans un petit club comme le nôtre, c'est les parents. Là, donc, ce serait probablement le temps là, de réinstaurer des formations d'officiels, puis d'en donner un petit peu plus, puis aller former. On a un projet là, de capsules vidéo, des choses comme ça, mais je pense qu'effectivement, ça me fait réaliser que ce serait le temps de monter des formations puis d'aller recruter des officiels pour la reprise éventuelle là, quand on va pouvoir le refaire. Merci, Marion. C'est une bonne réponse, hein, Isabelle, ça, comme directrice de fédération, hein? En fait, on est en train de mettre ce projet-là en place. Et la réception, elle est variable. Il y a des gens qui le recueillent comme dire, OK, c'est un point positif, on va regarder en avant. Puis il y en a d'autres qui disent, ouais, mais on ne voit pas le bout arriver. Fait que, tu te posais la question tantôt, comment on se gère. Je pense qu'une fois qu'on intervient avec les gens prennent un bout de recul, puis après ça, ils se rappellent pourquoi ils faisaient ça. Puis là, la motivation repart et la machine repart vers l'avant. Fait que ça, c'est un défi en soi, mais je pense que les gens le réalisent de dire il faut être là encore pour la reprise, puis de rentrer dans un autre. On dit souvent, on vit avec maintenant, on apprend à vivre avec. Et puis, ce que Marion a dit, c'est qu'elle apprend à vivre avec. C'est ça que j'entends des autres intervenants. En fait, on apprend à vivre avec et à s'adapter et à regarder en avant, puis de pouvoir avancer au pas un après l'autre, en fait. Je trouve ça vraiment intéressant, Isabelle, ce que vous dites, parce que pour avoir vécu 2 reprises, nous, là, une en septembre puis une la semaine dernière, à chaque fois, ça nous semble un mur vraiment insurmontable. Là. À chaque fois, il y a un grand sentiment de découragement quand on s'assoit devant le plan de relance puis qu'on doit mettre en place puis qu'à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau dans les normes. Moi, j'ai eu la chance là, d'être nommée coordonnatrice à la gestion des risques, là, étant donné que je suis médecin et que ça fait 1 an que je baigne dans tout ça, là, les règles et tout ça. C'est bien, mais c'est vrai que c'est lourd. Ne serait-ce que, OK, combien de jeunes on va mettre dans chaque vestiaire? Puis c'est un rôle d'officiel, la coordination de la gestion des risques. C'est un nouveau rôle d'officiel, si on veut, qui n'a rien à voir avec la natation en soi, mais qui est évidemment qui est quand même lourd, puis qui a une grande responsabilité, parce que s'il y a une éclosion pendant une compétition ou autre, bien évidemment, ça retombe sur nous parce qu'on a la gestion de ça, là, de la santé de tous. Donc, c'est un rôle quand même très important. Mais effectivement, à chaque reprise, c'est un grand mur, puis il faut se motiver en groupe parce que c'est sûr que la motivation n'est pas la même pour tous, puis le découragement n'est pas le même pour tous. Mais une fois qu'on a les pieds dedans, puis qu'on se lance, on réalise que c'est pas si pire.
finalement que les jeunes s'adaptent bien, les athlètes s'adaptent bien, puis comme officiel, il n'y a pas de raison qu'on ne s'adapte pas non plus, là. Merci Isabelle, merci Marion. Joël, ensuite Jean-Paul. Ben, en fait, je pense que j'ai l'impression que les éléments de réponse les plus importants ont été donnés là, par mes collègues dans le maintenir le lien entre maintenir le lien, maintenir l'action. Je dirais que ma perception de notre univers, nous, en natation artistique, c'est que ça tombe quand même dans une période qui est particulièrement dynamique. Ça a l'air étrange à dire, mais il se passe quand même beaucoup d'événements, beaucoup de choses pour nous à la fédération. Encore une fois, une perception très personnelle, mais j'aurais tendance à dire que par le passé, on était comme un peu habitués à être oubliés, les officiels, et que maintenant, on a un renouveau de plus d'inclusion, donc qui arrive au bon moment, je pense, pour garder mobilisés. Donc, pour garder mobilisés les officiels à travers différents événements qui sont soit de la formation professionnelle ou plus niveau social aussi. Là. Donc, je pense qu'on nous tend des perches pour rester quand même actifs, rester entre nous, continuer à se parler, continuer à parler de plein de choses, mais à se parler, continuer, comme je disais, avec certains événements. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui sont faites pour, c'est ça, continuer à nous tendre des perches puis nous garder dedans. Et moi, ce que j'ai à date comme feedback de mes collègues, c'est beaucoup la hâte d'y retourner. Dans le fond, j'entends plus une hâte d'y retourner qu'un « je ne serai pas là au retour ». Jusqu'à maintenant, c'est ça que j'entends. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui se questionnaient sur la place qu'ils souhaitaient occuper dans la situation actuelle, mais pas nécessairement sur le après. Donc, c'est un peu, en ce moment, là, j'ai beaucoup de choses dans ma vie. Est-ce que c'est ça que je veux faire en ce moment? Mais après, ça va me tenter, mais en même temps, en ce moment, je ne suis pas certaine. Donc, moi, c'est plus ça que j'ai entendu, quel est mon rôle et ma place en ce moment, mais tout en ayant la chance d'être dans l'action et d'être impliqué quand même, là, ou en ayant l'habitude avant de ne pas l'être. Fait que maintenant, on est content. Merci Joël. Il nous reste 10 minutes ou un peu plus, mais sinon pas beaucoup plus. Jean-Paul, je te laisserai enchaîner, puis j'ai une autre question là, dans le collimateur. Encore une fois, pour faire le lien, là, je pense de trouver des façons pour que les officiels soient vraiment, ils sentent qu'ils font partie des différentes activités ou vraiment qu'ils font partie de la gang, parce que quand on y pense, c'est vraiment ça, là, c'est de sentir que même si c'est difficile, mais comment on peut faire des événements ou juste des propositions, puis je le sais que c'est pas facile tout le temps, mais comment on peut vraiment inclure toutes les personnes de la communauté. Puis, j'ai eu la chance vraiment de faciliter des groupes de discussion avec des jeunes athlètes. Puis, eux, sur quoi ils s'accrochaient beaucoup présentement, c'était les compétitions virtuelles. Donc, puis ils ont parlé énormément des officiels, puis comment que ça leur faisait vraiment du bien d'être jugés, d'être évalués, puis donc, des fois, c'est peut-être de penser à ça, comment on pourrait multiplier un peu ces simulations-là pour les jeunes athlètes, puis en faisant participer peut-être un plus grand nombre d'officiels. Puis je sais qu'il y a tout le temps une situation financière là-dedans, mais est-ce qu'il y a un moyen de trouver, d'être plus en action, puis de créer plus de simulations de compétition et de donner encore plus d'occasions d'être en action aussi pour les officiels? C'est vraiment à y penser, mais en tout cas, je peux vous le dire que les jeunes athlètes, eux, c'est vraiment ce qui les accroche présentement, là, les simulations puis les compétitions virtuelles. Merci, Jean-Paul. Encore quelques minutes. Je vais poser une question, mais moi, j'aimerais ça aussi que vous prépariez à nous dire comment vous vous sentez dans tout ça, ceux qui sont là avec nous. Moi, je vais avoir une question bien de base. En reprenant des propos de Joël et d'Éric, il me semble, où ils nous disaient en introduction, on s'ennuie du café, on s'ennuie de la crème glacée, on s'ennuie des collègues, on s'ennuie du chlore. D'après moi, vous vous ennuyez pas. Ou en tout cas, les jeunes ne pas s'ennuyer de plonger à 6 heures le matin, l'hiver, dans la piscine. Mais tous ces manques-là qu'on peut avoir, on peut-tu les compenser? Je ne sais pas si vous pouvez nous répondre, les panélistes. Probablement que Jean-Paul, tu peux peut-être nous aider, mais comment on peut compenser des manques comme ceux-là qui sont essentiels dans les sports que nos gens pratiquent?
comment on peut pallier à ça? Tu veux-tu que j'y aille, là, Sylvain? Oui. Et puis après ça, nos panélistes, si vous avez des éléments de réponse qui pourraient servir à vos collègues, tant mieux. Mais vas-y, Jean-Paul. C'est beaucoup ça qui est arrivé. C'est tout cet informel-là, ces petits moments-là où est-ce que on pouvait être ensemble, parler. Bon, Éric a parlé de la crème glacée après ou des soupers ou des trucs comme ça, que là, c'est plus possible. Tout ça a disparu. Puis je vous dirais que moi, le sentiment que j'ai vu beaucoup, mais ça crée vraiment un sentiment vraiment de solitude là, par rapport à ça. Souvent, c'est drôle à dire, mais de juste à demander aux gens, OK, comment qu'on pourrait reproduire ça, puis juste en les aidant, en posant des petites questions, puis en les guidant à travers tout ça, habituellement, la réponse va être quand même assez facile. Puis c'est justement arrivé avec les athlètes ou avec les entraîneurs avec qui j'ai travaillé dernièrement. Puis, tu sais, juste une idée qui est ressortie dernièrement, c'était, chaque club, on va faire une invitation. Donc, on va inviter les autres clubs pour vraiment, puis c'est sûr que ça va être par Zoom, mais on va les inviter, puis on va juste, là, on ne se voit plus, mais on va juste créer cet informel-là, puis juste un peu d'organisation, mais pas tant que ça, mais on veut juste se parler. Ou bien une autre discussion que j'avais, c'était peut-être changer un peu notre mindset qu'on a, que peut-être sur 1 heure et demie d'entraînement, peut-être qu'on n'est pas obligé de faire 1 heure et demie d'entraînement, puis on peut laisser beaucoup de place à juste des discussions informelles à 2 mètres de distance. Et ça a créé énormément d'énergie et les yeux sont venus vraiment grands. Ah, on pourrait faire ça? Oui, on pourrait faire ça. Puis ça a été mis en place, puis déjà le bien-être a augmenté parce que, encore une fois, la connexion est là, tu sais. Puis ça, c'est tellement important présentement. Fait que moi, je dirais en posant des questions aux gens, puis souvent, ils vont le savoir un peu instinctivement. Il faut les guider un petit peu là-dedans, mais ils peuvent apporter beaucoup de solutions par rapport à ça pour recréer cet informel-là, Sylvain. Merci, Jean-Paul. Est-ce que nos panélistes ont quelque chose à ajouter? Et nos participants, est-ce que vous avez des questions, des préoccupations? Comment vous vous sentez, vous, depuis 13 mois maintenant? Éric, je pense que tu t'es démuté. Tu as peut-être quelque chose à dire, ou Joël aussi. J'ai vu Joël qui s'est démuté 1 seconde avant moi, donc vas-y, Joël. C'est le principe d'équité, merci beaucoup. Exact. Moi, j'ai envie de répondre à ça et vraiment, je vous dis d'avance, c'est pas défaitiste du tout, là, ceux qui me connaissent, c'est pas ma nature, mais j'ai envie de dire que s'il y a quelque chose que la pandémie nous a appris, c'est que non, ça se remplace pas, mais c'est ça qui est beau. Je trouve qu'il n'y a pas un Zoom qui va remplacer prendre un cornet avec tes amis, avec les amis de ton sport. Il n'y en a pas un, puis il n'y a rien qui remplace l'odeur du chlore quand tu arrives sur le bord de la piscine à 6 heures le matin, puis tu sais que tu t'en vas juger de la natation. Ça ne se remplace pas, mais c'est ça qui est beau. Puis moi, c'est pour ça que je suis sur le long terme, parce que je me dis justement ça, je me suis rendu compte que oui, je peux juger sur Zoom, puis ça me fait du bien. À chaque fois que je vois une routine, ça me fait du bien. Je me rappelle pourquoi j'aime ça. Puis quand je vois les athlètes qui arrivent à accomplir des affaires qui n'ont pas d'allure avec des entraînements coupés, puis non, tu retournes dans l'eau, mais tu ressors de l'eau, mais tu peux nager avec elle, mais pas avec elle. Puis là, je les trouve extraordinaires, puis j'ai cette admiration-là encore qui est là. Ces petits moments-là me rappellent pourquoi j'aime ça, puis me font juste attendre au après, puis de me dire, tu peux pas le remplacer, puis c'est correct. Accepte que ça se remplace pas, parce que si on essaie de remplacer toutes les petites choses qui nous manquent pendant la pandémie, on va être dans une quête qui en finit plus. Fait que moi, ça, c'est ma vision, juste que c'est beau de constater que ça se remplace pas, puis qu'on attend au après, puis qu'en attendant, on se rappelle toutes les choses qu'on aime, puis on s'en met la plus grande dose possible, mais que ce sera pas la même chose. Merci, Joël. J'ai comme l'impression que tu as lu ma dernière question, mais bon. Éric, vas-y. Non, c'était Joël, je crois qu'elle a tout dit. Il n'y a pas grand-chose qui remplace ça finalement, mais c'est vrai que pour nous en triathlon, en tout cas, l'informel, je dirais, dans l'expérience officielle est quasiment plus grand. L'expérience d'être officiel est probablement beaucoup plus grande quand on peut vivre l'informel que seulement l'événement sportif.
en soi. Donc, c'est clair que ça en fait, c'est vraiment une partie intégrante. Donc, pour l'instant, on va juste manger plus de crème glacée puis vider plus les microbrasseries quand ça va rouvrir. Puis en 2024 ou 2030, quand on va se rappeler du temps de la COVID, on va être rendu des vieux officiels parce que te souviens-tu, en 2020, ça va faire 20 ans. Fait qu'on va être rendu, on va avoir d'autres choses à dire, tout simplement. Fait que ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la game. On parlait de résilience tantôt, on parlait de garder de la motivation. Si on passe au travers de ça, ben, on va pouvoir en vivre d'autres crises sportives s'il y a. Espérons que non, mais bon. Ça va être la dernière question. Dans votre travail, dans votre quotidien, si la COVID se termine demain, qu'est-ce que vous allez tirer comme leçon qui va vous servir? Qu'est-ce qui va vous servir? Parce que tout nous sert dans la vie, là. À vous, les panélistes, Jean-Paul, peut-être que tu auras quelque chose à répondre. Et les participants, peut-être aussi, ça pourrait être intéressant de vous entendre. Qu'est-ce que vous allez tirer comme enseignement, au-delà du fait et c'est super important ce que vous avez nommé, Joël et Éric, d'apprécier encore davantage, ce que l'on fait, qu'on prend trop souvent pour acquis. Qu'est-ce que vous allez retenir pour vous, pour vos fonctions, pour vos collègues? Dans l'ordre, Marion, Joël, Éric. Je vais laisser les autres commencer. Je vais réfléchir à ma réponse. Alors, Joël, Éric, êtes-vous prêts? Ben, il faut être prêt. Écoute, c'est pourquoi j'ai de la misère à répondre à ça. Hein? C'est plate que j'ai de la misère. Je pense que j'ai de la misère à répondre à ça probablement par manque de recul. Hein? Pour le moment, on était tellement dedans que c'est dur d'avoir le recul peut-être pour tirer les leçons autres que ce que j'ai nommé tantôt. Là, effectivement, que moi, je me suis rendu compte de ça, qu'on a beau faire les efforts, c'est difficilement remplaçable. Mais je pense qu'on ne pourra pas ne pas retenir vraiment la résilience et le sentiment de communauté. Tu sais, c'est vraiment un moment où peu importe les dissidences, les blessures, les chicanes, tu sais, il faut passer au travers tout le monde ensemble. C'est vraiment, pour moi, c'est ça que je vois. Là, peu importe les petites histoires, il n'y a plus grand-chose qui est important là-dedans. Et moi, les plus beaux moments que j'ai observés, c'est ça. Puis toutes les fois où il y a quelque chose qui s'est créé pendant cette pandémie-là, c'est des gens qui se sont mis ensemble avec le but commun. Tu sais. Donc, pour moi, j'ai l'impression de voler la réponse à Éric en parlant de résilience, mais tu sais, c'est ce que j'ai appris sur moi, c'est ce que j'ai appris sur la communauté, c'est ce que j'ai appris sur les gens, tu sais, de dire quand tu veux vraiment quelque chose, ben même si on te plie, tu reviens, puis tu reviens, puis tu reviens, puis tu réessayes, puis tu te contentes de moins, mais au moins c'est ça. Donc, avec le peu de recul que j'ai, là, puis à répondre à brûle pour point, c'est ça que je dirais, moi. Merci beaucoup, Joël. Est-ce qu'Éric et Marion, vous êtes prêts à répondre? Sinon, nos participants peuvent aussi répondre. Oui, c'est intéressant de vous entendre aussi. De mon côté, je dirais avec l'adaptation, je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment le fun depuis un an quand même. On est tellement think outside the box finalement. C'est facile qu'on ait un set de règles à respecter, puis ça marche comme ça, mais de penser différemment. Puis finalement, il y a des choses qu'on fait différemment qui fonctionnent très bien. Puis pourquoi on ne le ferait pas tout le temps comme ça? Pourquoi on ne l'a jamais fait comme ça? Pourquoi on n'acceptait pas de le faire comme ça avant? Y a-t-il une raison? On peut-tu juste revoir un peu les règles, comment on peut les adapter? Autant les fédérations internationales ont dû s'adapter que les fédérations nationales aussi qui ont modifié des règles. Donc, ça peut rester. Donc, adaptation, que toutes les idées sont bonnes. Donc, si vous avez des idées des fois d'approcher les fédés, d'approcher la direction technique, la fédé ou n'importe quoi, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Ça, je trouve ça que c'est vraiment très, très intéressant par rapport à ce qui va rester de la COVID, finalement, là, de notre côté. Merci, Éric. Est-ce que... Je suis d'accord avec je suis d'accord avec ce qu'Éric dit. Il y a juste un exemple concret qui me vient en tête. Là. Nous, à la compétition qu'on a tenue au mois de décembre, évidemment, on ne pouvait pas avoir de parents dans les estrades. Là. Les estrades étaient complètement vides. Donc, on avait un officiel à la caméra qui faisait un Facebook Live avec des commentaires live sur les jeunes qui nageaient. C'était super intéressant. Les parents ont adoré, beaucoup plus que d'être dans l'estrade surchauffés, tout collés un sur l'autre, ou des fois, ils ont de la difficulté à suivre les épreuves, ne savent pas trop quand leur nageur nage. Ça a été vraiment une superbe adaptation que je pense que même on va maintenir par après.
Ça a été apprécié de tous. Sinon, moi, l'autre leçon que je retiens, c'est que le meilleur endroit pour vivre, c'est sur la Côte-Nord. Mais ça, c'est un commentaire éditorial. C'est un bon commentaire. C'est un bon Ben, commentaire. là, je trouve qu'il est d'à propos parce que j'ai même pensé à l'équipe du Québec, ça côte nord. Isabelle, je pense que tu voulais enchaîner, toi. Vas-y. Ben, en fait, tu sais, moi, je retiens le mot ensemble, mode solution, puis qu'on est capable de frapper, peu importe la vague, la grosseur qu'elle est, on est capable de passer à travers. Puis quand je dis ensemble, c'est à tous les niveaux. C'est autant les partenaires dans le monde du sport se sont unis pour affronter la pandémie, mais on s'est unis aussi avec notre milieu. Tu sais, je regarde Carole qui est là à travailler avec nous pour développer des plans. Le plan de compétition que Marion parlait, c'est que tout le monde a voulu mettre la main à la pâte pour avancer, peu importe les circonstances, puis de passer à une autre étape à chaque fois. Puis autant les athlètes se sont unis ensemble pour dire, ben on va le mettre notre masque, puis on va y aller, puis on va travailler pour pouvoir être proche de l'eau. C'est tout le temps dire en commun, peu importe les consignes qu'on a, peu importe les défis qu'on relève, on y va ensemble, puis on affronte les choses. Puis ça, je l'ai vu là, dans plein d'actions là, depuis un an, là, puis des choses que j'aurais jamais vues. Tu sais, on a des clubs, nous autres, qui ont organisé une soirée disco avec les parents des athlètes. Là, tu sais, ça va loin le mot ensemble, puis l'imagination est incroyable. Fait que, moi, c'est ce qui m'impressionne de la pandémie. En fait, tu sais, moi, j'ai toujours dit, la pandémie a fait ressortir les forces et faiblesses, mais en même temps, elle nous a permis de travailler les faiblesses pour les rendre en force. Fait que ça, tu sais, je regarde ce soir, on est 5 sports aquatiques, puis on l'aurait pas fait en temps normal, dans une année normale. On aurait probablement pas fait le Zoom ce soir. Puis 5 fédés aquatiques, on a travaillé comme des fous ensemble. Puis je vous dis, on a un cadre que la pandémie finisse pour aller prendre une bière ensemble parce que l'union qui s'est créée là est impressionnante dans la dernière année et demie. Elle était forte avant, mais elle est encore 4 fois, 1 million de fois plus forte après la pandémie. Fait que la force du groupe ensemble, moi, c'est ce qui m'impressionne dans la pandémie actuellement. Merci, Isabelle. Isabelle, il est 20h11. Est-ce que je considère que ça va être ton mot de la fin pour tantôt? Parce que Oui. ça capsule pas mal, ça, ce que tu viens de Ouais, dire. Là. complètement. Good. Merci d'être là parce que c'est ensemble qu'on va affronter la pandémie. Good. Ça, Éric, je pense que tu voulais intervenir et ajouter quelque chose. Hein? Bah, c'est juste une petite affaire, juste franchir avec Isabelle. On voit l'humain derrière l'athlète ou derrière le coach ou derrière l'officiel. On dirait que la pandémie, justement, d'habitude, tu arrives sur le site de compétition, OK, bon, tu as un athlète, tu as un coach, chacun son rôle prédéfini. Mais avec la pandémie, on sait qu'ils ont passé à travers des sacrifices, des choses. Je trouve que ça rapproche les différents intervenants du sport. Quand on va revenir sur le terrain, je crois que la relation va être déjà mieux à cause de ça. Donc, ça vraiment rapproche. On parlait d'ensemble. Donc, c'est ma perception. Merci, Éric. Jean-Paul, je te demande de rebondir et de clore dans ton propos, puis après ça, je vais remercier, puis je vais demander à Joël de terminer, parce que là, il est presque 20h15, puis j'avais indiqué qu'on ne voulait pas trop dépenser 20h. Alors, vas-y, Jean-Paul. Ben, vraiment rapidement, là, même chose, je mets l'importance sur la façon qu'on a trouvé la collaboration, comment c'était important. Là. Souvent, une crise nous force à revoir la façon de travailler. Puis, ben, souvent, ben, on n'en parle pas, peut-être pas assez, mais comment que les équipes se sont mis ensemble ou les sports se sont mis ensemble, protéger du temps pendant 6 semaines pour vraiment écouter les différents acteurs du milieu. Quelle belle initiative et en espérant qu'on va se rappeler de ça et qu'on va continuer à faire ce type d'événement-là parce que je pense que tout le monde le voit, ça rapproche, ça nous permet de trouver d'être créatifs, trouver des nouvelles façons de faire. Puis, au bout du compte, mais tout le monde s'améliore en même temps là-dedans. Donc, c'est encore une fois ensemble. Merci beaucoup, Jean-Paul. Joël, mot de la fin pour toi, au nom de notre équipe d'intervenants, peut-être rappeler aussi qu'il y a d'autres services, puis il y a d'autres besoins actuellement qui nous sont émis aussi là, depuis un an. Là. Vas-y, Joël. Effectivement, ben en fait, je pense que ça peut être une belle porte de sortie pour autant les officiels que tous les acteurs là, chez Sportaid. Évidemment, nous, notre mission première, c'est de vaincre la violence dans le monde du sport, mais dans la dernière année, comme vous le savez, on a élargi nos offres de services pour justement être plus sous une forme écoute, puis vraiment accompagner là, vraiment les gens.
Mais je pense qu'on peut être justement cette belle porte de sortie-là. Si vous êtes acculé au pied du mur ou quoi que ce soit, des fois de temps en temps, nous, on en entend des choses, on aide les gens, on reçoit beaucoup de feedback. Donc, notre boîte à outils s'agrandit de plus en plus. Fait que si des fois vous sentez qu'il y a un mur devant vous que vous n'êtes pas capable de contourner cette fois-là, un petit coup de fil, on est là, les intervenants, on peut peut-être, je ne dis pas qu'on a la baguette magique, ça ne sera jamais possible, sauf qu'on peut peut-être apporter une petite vision supplémentaire que vous n'auriez peut-être pas eu au moment présent. Fait qu'hésitez vraiment pas à nous appeler. Puis on a aussi un service de référencement où est-ce qu'on a beaucoup d'organisations, beaucoup d'organismes avec qui on travaille, on collabore, puis on peut vous référer aux besoins. Donc, ça peut être des beaux outils pour vous. Merci, Joey. Ben, ce que ça permet de dire aussi, quand Joey parle de nos ressources en référencement, ben, vous n'êtes pas sans savoir que dans la dernière année, il y a d'autres problématiques aussi qui ont été portées à notre attention, hein, toutes les problématiques liées au comportement alimentaire, les consommations sur les médias sociaux. Alors, il y a des extrêmes que les gens, malheureusement, là, empruntent. Ben, si vous nous contactez, ben, on peut accompagner vers les services appropriés là, pour les gens qui ont ces besoins-là. Alors, Joey, Jean-Paul, Joël, Marion, Éric, Isabelle, merci beaucoup. Merci vraiment. Et puis, si dans vos environnements, il y a des athlètes qui souhaitent être avec nous la semaine prochaine, ce sera le 6e rendez-vous de cette série qui sera destiné aux athlètes la semaine prochaine, mercredi, même heure, même poste. Alors, passez-leur le message. Puis à partir de demain, ben, les publicités, les promotions vont circuler sur les plateformes des médias sociaux de vos fédérations de sport aquatique pour informer tout le monde de ce rendez-vous qui est à venir mercredi prochain, 19h, destiné aux athlètes. Alors, merci, bonne fin de soirée, à bientôt. Merci tout le monde. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci tout le monde.